Bonsoir, je ne pensais pas ce soir vous parler de politique internationale. Je voulais vous parler de ce qui se passe en France. Mais j'ai l'obligation de vous parler de la politique internationale parce que l'évolution des choses fait que plus que jamais il faut arrêter la guerre. Il faut arrêter cette guerre de tous contre tous. Et puis il y a les répercussions en France de cette guerre, notamment dans le crime organisé qui s'est emparé du trafic de drogue. Un crime organisé par l'oligarchie, de même que la guerre est organisée par l'oligarchie dans cette phase de la crise mondiale. Alors, je vois avec cet enchaînement, avec une grande anxiété d'abord, l'attentat à Jérusalem-Est revendiqué par le Hamas, 3 morts, beaucoup de blessés, 6 blessés dit-on. Et puis, en Cisjordanie, 2 Palestiniens tués au moins, les colons déchaînés, et le ministre des colons, Itamar Ben-Gvir, justifiant l'usage partout des armes à feu. Alors Israéliens, Palestiniens, 2 peuples victimes. Et dans ce contexte, voilà qu'en France, chez nous, Dominique de Villepin est traité d'antisémite pour s'être opposé à l'emprise des puissances financières anglo-américaines, mais pas seulement, leurs collaborateurs dans le monde entier. Dominique de Villepin qui avait eu le courage de s'opposer à la guerre du Golfe. Bien Dominique de Villepin accusé d'être antisémite par un Éric Ciotti, par un Jacques Attali, et même par un Manuel Valls. Voilà le niveau auquel nous sommes tombés. Que dire ? Eh bien, dire, comme Natacha Polony, que Dominique de Villepin, non, n'est pas antisémite. Non, on n'a pas besoin de le dire. La réalité plaide pour cela. Ou alors dire, comme Jean-François Kahn, cité par Natacha Polony, quiconque n'est pas pour le droit d'Israël à l'existence et à la sécurité est un salaud, quiconque n'est pas pour le droit des Palestiniens à un État est un salaud. Bien, je ne dirais pas de la même façon. Je pense qu'il est inutile de se livrer à ce type d'attaque verbale. Mais je dirais que la vraie question, c'est l'emprise dans la région de l'impérialisme et du colonialisme. Et Netanyahou et ses collaborateurs de l'ultra-droite raciste sont les coupables parce qu'ils suivent cette politique coloniale, parce qu'ils en sont le point avancé. Netanyahou sont tellement sûr de lui-même qu'il défie même les États-Unis. C'est comme une grenade dégoupillée qu'on a lancée dans la région. Alors, évidemment qu'il ne suffit pas de dire cela. Évidemment qu'il faut apporter des solutions. Alors on dit 2 États, un État palestinien. Oui, bien sûr. Mais un État palestinien qui doit être viable. Un État palestinien qui doit avoir les moyens d'être un État. C'est-à-dire un territoire qui soit un territoire unifié. Et les moyens en infrastructure, les moyens de se développer une industrie, les moyens de développer une agriculture dans le milieu de la région. Cela veut dire une politique internationale qui parraine ce nouveau État et qui donne les garanties de la sécurité à Israël et les garanties de la sécurité à ce nouveau État. C'est pas sur le papier si compliqué. C'est par la situation qui a été créée de jouer les uns contre les autres, à l'encontre du peuple palestinien d'abord, mais aussi du peuple israélien, que cette situation s'est créée. Et notre solution, celle que notre mouvement a portée depuis 1975, Lyndon LaRouche, un plan Oasis, un plan pour le développement de toute la région, l'eau pour la paix, partagée, le développement de toute l'Asie du Sud-Ouest, pas simplement les Israéliens et les Palestiniens, toute l'Asie du Sud-Ouest, développée par cette politique, qui est une politique qui met la justice en action pour assurer la paix. Justice et paix. Il n'est pas de paix sans justice. Et c'est pas en luttant contre la guerre seulement qu'on obtient la paix. C'est en créant les conditions de la paix future pour que les peuples puissent vivre ensemble. Ces choses, malheureusement, il me faut les répéter ce soir. Alors que ça devrait être dans l'histoire, dans le contexte de notre intervention dans le monde, ça devrait être la France, cela.
et je me bats pour que ce soit. Alors, je dirais aujourd'hui, si je regarde la situation dans son ensemble, Wang Yi, le ministre des Affaires étrangères de la Chine, et bien plus que ça, il joue un rôle très important en Chine, a demandé au cours d'une réunion du Conseil de sécurité, ce 29 novembre, qu'il y ait en 4 points un plan de paix. Alors, dans ce plan de paix, il y a l'immédiat, mais il y a surtout la convocation d'une conférence internationale pour la paix. La proposition propose de convoquer une conférence internationale pour la paix. Et c'est quelque chose que la France devrait soutenir, ou c'est même quelque chose que la France aurait dû elle-même proposer. C'est la voie de la paix et de la justice internationale, celle d'un Hubert Védrine et d'un Dominique de Villepin. Je ne veux pas dire que ce soit quelque chose qui est aussi développé que ce que nous proposons, mais c'est la voie tracée, c'est le chemin, c'est la piste. Et Wang Yi propose qu'il y ait cette conférence. Alors, cela peut réussir si on pense bien qu'il y a une seule humanité. Il y a une seule humanité si elle pratique le bien commun. Et le bien commun, c'est le développement mutuel entre les États. C'est le principe de la paix de Westphalie. Alors, pour le Moyen-Orient, si l'on y réussissait, ce pourrait être un exemple pour le monde entier, et qu'on évolue enfin vers une politique de paix qui soit à l'œuvre pour, à la fois, la souveraineté nationale de chaque pays et la souveraineté individuelle, et qu'on réalise cet accord. Utopie, utopie, diront certains. Non, utopie positive, je dirais, parce que l'autre voie, c'est celle de la guerre, et l'oligarchie telle qu'elle procède, l'oligarchie impériale, coloniale, l'oligarchie des marchés financiers, porte en elle la guerre, comme le disait Jaurès, comme la nuée porte l'orage. Alors on le voit en France. Que voit-on? Je prends l'Obs de cette semaine. Moi, 16 ans, tueur à gages. Les nouvelles vagues du trafic à drogue, la violence. Marianne, comment l'ultraviolence détruit la France. Ras-le-bol d'avoir peur. La réalité de la criminalité organisée. La réalité de la criminalité organisée en France est digne des pires fictions. C'est une citation des procureurs de Marseille. Alors, il faut casser l'engrenage de la violence à l'international comme il faut le faire en France, et les deux vont ensemble. Évidemment, on vous dira « Ah, ces dernières années, des sociologues nous disent, le nombre d'homicides stagne autour de 800 à 900 par an, et c'est notre seuil de tolérance qui a baissé. » Eh bien non, c'est pas notre seuil de tolérance qui a baissé, c'est l'ultraviolence qui a augmenté. Et une ultraviolence qui, disons, se trouve directement enracinée dans le trafic de drogue. Et ce trafic de drogue, c'est quelque chose qu'on ne peut pas éradiquer en s'attaquant au point de deal comme le fait M. Darmanin. Non, le trafic de drogue, il faut s'attaquer à la tête. Si on veut mener une guerre à la drogue qu'on n'a jamais menée, il faut mener là où elle s'organise, c'est-à-dire dans cette même oligarchie financière qui crée les conditions de la guerre. Alors, il faut bien sûr beaucoup plus. Ce n'est pas seulement en luttant contre, il faut aussi lutter pour. Ça suppose une bonne politique de prévention qui nous manque en France. Ça suppose un suivi médico-social organisé qui nous manque également. Donc pensons dans ces termes positifs. Sans ça, ce qui s'est passé à Crépol et ensuite dans le quartier de la Monnaie à Romans, avec cette attaque dans un bal de village, Crépol c'est 500 habitants. Et puis, des gens de l'ultra-droite refluant de toute la France pour s'en prendre aux habitants de ce quartier de Romans d'où étaient issus ces jeunes. Quartier de Romans où sur 4000 habitants, il y a à peu près une centaine de jeunes qui sont la source du trouble, tous plus ou moins associés au trafic de drogue et à ces violences. Donc, je dis, est-ce qu'on doit en arriver à un moment en France où la police devra constamment séparer les fichiers S des fichiers SS? Non, il faut une politique qui, à l'international comme au national, ne crée plus, ne soit pas dans les conditions de créer ce qui s'est passé à Crépol et à Romans. Alors, dans ces conditions, que voit-on? Macron cherche son second souffle. Et nous avons un pays où Anne Hidalgo, la maire de Paris, fait tout, dit tout et son contraire, et déconstruit et détruit. Et où un président de la République, Emmanuel Macron, tâtonne dans tous les sens, déconstruit et détruit. Voilà les conditions actuelles. Et même
les propres partisans de Macron sont déboussolés par ce que Macron fait et surtout ne fait pas. Or, que voit-on? La question de l'immigration sur la table, dans lequel la Macronie cherche le compromis, mais on est en train de traiter de quelque chose dans l'incertain, dans l'inutile, en touchant pas aux vraies questions. C'est exactement comme un pays, la France, qui a les lois les plus dures contre le trafic de drogue et a le plus de consommateurs, parce qu'il n'y a pas une réelle politique qui soit contre les délits et les crimes, et une réelle politique qui les prévienne par la justice sociale et par le développement. Alors voilà, on discute, je ne sais pas, du fameux article 3 sur les métiers de transition, qui était timide, mais qui était une petite avancée en faveur de certains entrepreneurs, il faut le dire. Mais on lui ôtera pratiquement toute sa substance. Et puis, il y a quelque chose qui n'a rien à voir, et que le Conseil constitutionnel, si ça n'était un, qui ferait son travail, probablement écarterait, comme un cavalier, au texte en discussion, c'est la suppression de l'aide médicale de l'État, qui figure dans le texte voté par le Sénat. Alors là, vraiment, pour des économies limitées, on crée les conditions d'une crise sociale bien plus grave et d'un coût économique bien plus élevé. C'est la Fédération hospitalière qui nous le dit, c'est les médecins qui nous le disent, pas seulement les hospitaliers d'ailleurs, qui nous disent, ils considèrent que si on supprime l'AME, cela engorgera les hôpitaux qu'ils ont déjà beaucoup trop engorgés. Si on ne traite pas les malades tout de suite, les maladies se transformeront en maladies plus graves et très contagieuses. Alors on peut dire, on peut ne pas les traiter du tout et les expulser, ces gens-là. Mais alors on dit un État criminel. Il faut le dire, criminel, c'est le mot. Un État qui ne prend plus soin de ceux qui se trouvent chez lui et essaye de les expulser comme un corps malade. Alors, évidemment, vous me dites, peut-être Cheminade exagère. Eh bien voilà ce que dit un Scholz en Allemagne. Un socialiste, monsieur Scholz, hein? Nous devons nous résoudre aux expulsions massives. Ce que je dis, déjà en Allemagne, on a pris le parti de le faire. Et il dit, je regarde attentivement les efforts de l'Italie pour installer des structures d'accueil destinées aux migrants en Albanie. Bien voilà, c'est une politique d'exclusion voulue de l'autre. Rien à voir avec le respect du visage humain et le respect des êtres humains, je dirais de tous les humanismes et même de toutes les grandes convictions, religions spirituelles. Un seul pose le vrai débat. Je pense que c'est François Ruffin aujourd'hui. François Ruffin nous dit « Immigration, tous les habitants de ce pays doivent pouvoir travailler et gagner leur vie. » Et voilà le vrai sujet. Il y a une droite qui essaye d'expulser et une gauche qui prétend accueillir alors qu'elle n'organise pas l'accueil. Et comme le dit François Ruffin, c'est le mauvais accueil qui, dans ce sens, est le problème. C'est la prise en charge. Et il nous dit « L'intégration par la langue, par le travail, c'est la gauche de Jaurès aujourd'hui. » Et je pense que c'est là, de cette façon qu'il faut voir le travail, réorganiser une société où le travail est le centre des choses. C'est ce qui était implicite dans le mouvement contre la réforme des retraites. Et la vraie question, c'est le travail. Comment on organise un travail que les gens aiment? Comment ce travail est socialement utile? Comment ce travail coopère à l'édification de la nation? C'était le fondement du Conseil national de la résistance. Et il faut y réfléchir. Ceux qui disent CNR, mais il faut y réfléchir. La base, c'était. Alors que Macron nous propose des sujets sociétaux, avec une hypocrisie constante. L'IVG dans la Constitution. Donc, voilà, au lieu de s'interroger sur les causes de l'IVG et la manière dont on peut créer un monde où on a besoin d'enfants, où on aime faire des enfants, on met dans la Constitution quelque chose qui n'a pas lieu d'y être. Au lieu d'aménager les conditions dans lesquelles se font les interruptions volontaires de grossesse, au lieu de faire des efforts réels d'éducation, au lieu de faire des efforts réels pour le contrôle des naissances, pour les moyens contraceptifs, non, inscrit dans la Constitution le droit à l'avortement. De même, l'euthanasie. Or, l'humanisme ne peut pas résister à l'administration de la mort. Dans une enquête menée en Belgique, on souligne les souffrances des personnes confrontées à cela. Et c'est un pas fait vers ce qu'on ose dire ou ne pas dire, l'euthanasie. Alors, au nom du principe d'humanité, d'une humanité dont je parlais au départ,
il faut d'abord penser à ce qui peut être fait de positif, sans rentrer dans les conditions de la situation d'aujourd'hui, en extrapolant et en faisant quelque chose de pire. Il faut quelque chose de mieux qui soit accompli. Alors dans ce contexte, on voit les élections européennes. Alors les élections européennes, vraiment. J'ai compté, il y aura probablement une quinzaine de listes. LFI, Glucksmann socialiste, liste anti-NUPS, avec Guillaume Lacroix, qui est le président du Parti radical de gauche, qui s'exprime, Cazeneuve, une autre liste centriste de M. Fromentin de Neuilly, le LR avec Bellamy, Bardella Marine Le Pen d'un côté, Zemmour Marion Maréchal Le Pen de l'autre, Dupont-Aignan et Philippot. Le nouveau couple assez étonnant de Kuzmanovic et de Julien Aubert. Et puis, François Asselineau. Eh bien, je dois dire, François Asselineau, au moins, je veux lui rendre justice, a dénoncé, lui, justement, les faux souverainistes qui se sont réunis à Paris, et je vais en parler tout à l'heure. Il y aurait aussi un parti animaliste, Europe Écologie Les Verts, des écologistes peut-être dissidents, des listes soi-disant citoyennes. Vraiment, dans une élection qui coûte, si on veut la faire sérieuse, et qui coûte dans des conditions iniques 1,5 million d'euros, on voit, simplement pour être connu, des gens se mettre sur la scène publique. Donc, si on veut dégoûter les Français de la politique, en feignant de traiter les vraies questions, mais en ne les traitant pas, on doit procéder comme le climat des élections européennes est en train de se définir. Parce que un des moyens de l'oligarchie, un des moyens des gens qui veulent conserver le pouvoir, c'est de dégoûter le peuple de la politique. Et actuellement, dans les élections européennes, on voit cela à l'œuvre. On voit cela à l'œuvre aussi dans les manifestations qui ne mènent nulle part. On a vu celle des Gilets jaunes, on a vu celle des retraites, on a vu les manifestations anti-OTAN de Florian Philippot. On a vu toutes ces choses qui se répètent, jusqu'à échouer. Et tout cela dans le contexte de ce qu'a fait Nicolas Sarkozy, qui a aboli, qui a détruit le résultat du référendum de 2005 contre la Constitution européenne en la rétablissant avec le Congrès par d'autres moyens. Voilà une façon de discréditer complètement le Parlement. Un Parlement qu'on fait s'exprimer contre le peuple? Qu'est-ce que c'est que ce pays? Alors, évidemment, les uns et les autres préparent leurs projets, voilà. Mais on a parlé de l'Union des gauches, le NUPS, ça ne marche pas, bien sûr. Maintenant, on en vient à parler de l'Union des droites. Ça ne marche pas mieux, et ça ne marchera pas mieux, car personne n'agit en fonction de principe. Et tous disent union des droites, comme des cabris. Union des gauches, comme des cabris. Et puis, union des souverainistes, comme des cabris. Car ces souverainistes-là ne voient pas que le souverainisme, c'est d'abord servir le peuple et pas se servir eux-mêmes. Servir le peuple et les générations futures. Il y a des traîtres et des ignorants qui trahissent ce souverainisme. Il y a Macron avec sa pseudo-souveraineté européenne. Il n'y a pas de peuple européen, comment pourrait-il y avoir une souveraineté européenne? Et il y a les pseudo-souverainistes qui sont prêts à toutes sortes de compromis. Alors, ce qui s'est passé à Paris, en cette deuxième semaine de novembre, ce qui a été aussi dénoncé par François Asselineau, c'est le Worldwide Freedom Initiative, l'initiative mondiale pour la liberté. Liberté. La trahison de l'idée même de liberté, avec un carteron de trumpistes zémouriens, répétant, sous la tutelle du président américain de la Chambre des représentants, Mike Johnson, qui est venu à Paris pour ça, et deux discours d'Éric Zemmour. Le premier, sur l'union des droites, et l'autre, sur la nécessité de soutenir pleinement le droit légitime de se défendre d'Israël en tout. Un discours pro-Netanyahou, disons-le. Et voilà M. Philippot, M. Dupont-Aignan, M. Poisson, assistant à cela, et sans paraître le contester, avec un message de Donald Trump d'encouragement. Or, la politique américaine, celle de Donald Trump comme celle de Biden, la politique de tous qui sont de véritables occupants des États-Unis, pas les représentants du peuple américain, ces gens-là veulent soumettre l'Europe, en mettant l'Europe et la Russie face à face. Déjà, ils ont réussi. L'industrie allemande est en train d'être démantelée car le coût de l'énergie est trop cher, trop élevé. France, pareil, au moins on a moins d'industrie, donc on est peut-être moins démantelé, mais c'est pas une raison. Et eux poursuivent une opération contre la Chine.
qui leur paraît le principal ennemi. Biden l'a dit et répété, il a traité Xi Jinping de dictateur, ça ne se fait pas dans les relations diplomatiques internationales, et Trump et Pompeo n'ont pas cessé d'attaquer la Chine. Alors retournons à une véritable souveraineté, retournons à celle du Conseil national de la résistance, retournons à un gouvernement qui soit capable d'organiser l'harmonie entre dissonances. Une union, oui, mais une union pour la souveraineté nationale réelle, authentique, sur la base de principes. Pas une union de couleurs, comme on parle de révolution de couleurs. Une véritable union, avec un programme, des principes. C'est ce que nous défendons. Alors, que voit-on faire Macron? Que fait Macron en réalité? On expulse, on élimine ce qui sont des principes. Le président du Conseil d'orientation des retraites, Pierre-Louis Bras, a été écarté parce qu'il avait dit que les retraites ne posaient pas un problème financier aussi grave que le gouvernement le disait pour faire peur. Il est remplacé par Gilbert Sette. Alors, c'est quelqu'un qui a dit, d'abord, que le meilleur candidat en France, c'était Emmanuel Macron, qui a fait le pari du travail, de la jeunesse, de l'innovation, de l'inclusion, de l'investissement et de la transition environnementale. Je le cite. Extraordinaire perspicacité ou trahison. Ensuite, je n'ai pas honte de dire que la France a des problèmes et que pour les surmonter, il faut réformer notamment les retraites. 64 ans étaient assez équilibrés. Tout le monde est gagnant, nous disait Sette. Vraiment, oser dire cela face à l'ampleur des manifestations. Oui, c'est vrai, tous ceux qui sont au sommet du gratte-ciel social, tout cela, oui, sont gagnants. C'est les copains et les coquins de M. Sette. Alors, de quoi faudrait-il parler? Il faudrait parler des crèches, je le répète souvent. Il faut parler des EHPAD. Regardez, Orpea, Korian ou Emara, les grandes sociétés d'EHPAD, tous ont été pris à main dans le sac d'une politique vraiment, disons-le, criminelle. Et comment en aurait-il autrement si, pour une œuvre sociale, on cote des sociétés en bourse et si on crée des critères financiers? Alors, il faudrait parler de cela. Il faudrait parler de la précarité. Il faudrait parler de ces étudiants qui sont dans un chômage de plus en plus élevé. Ils sont désormais 637 000 à se porter, à s'inscrire au Pôle emploi. Toujours plus d'étudiants dans la précarité. Et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a envoyé à 2025 la réforme structurelle du mode d'allocation des bourses. Il faudrait s'occuper de cela. Regardez ce que propose Bruno Le Maire. Bruno Le Maire dit: il faut, pour les vieux, ceux qui ne sont pas encore en EHPAD, mais qui sont déjà assez âgés, il faut abaisser la durée durant laquelle l'allocation chômage sera versée. Ça veut dire 18 mois pour tous. Alors qu'aujourd'hui, c'est 22 mois et demi entre 53 et 55 ans, et 27 mois à partir de 55 ans. Donc voilà la politique sociale de ce gouvernement. Alors on parle d'autres baisses de droits en remontant de 2 ans les bornes d'âge d'indemnisation pour les seniors afin de réaliser quelques économies. Donc c'est pas seulement une politique d'austérité pour ceux qui vont naître ou ceux qui sont nés dans les crèches ou dans la politique d'allocation familiale. C'est une politique d'austérité pour les vieux. Et on ne parle pas de cela. On ne parle pas non plus de la question de l'intelligence artificielle qui devrait dans les élections européennes jouer un très grand rôle. Que va-t-on faire par rapport à cela ? Que va-t-on faire par rapport à un développement en France que porte un Xavier Niel? Faut-il l'encourager? Faut-il pas? Sachant que Xavier Niel, ses amitiés avec Bernard Arnault, que faut-il faire? Ne faut-il pas une politique nationale pour cela? Et on voit bien que certains mettent en garde, comme en France Éric Sadin, mais je pourrais en citer beaucoup d'autres, qui nous disent que cette intelligence artificielle peut être utilisée pour contrôler une société, une politique de contrôle du processus de vie humaine par une technologie appliquée, qui intervient lorsqu'on considère les êtres humains comme des gens qui simplement sont dans l'induction, dans la déduction, et pas dans la création. C'est créer des compétences pour gérer un système existant, et pas pour donner l'idée d'apprendre, pas pour communiquer la capacité d'apprendre, de savoir, de connaître, d'agir pour l'autre, pour le bien commun. Par rapport à cela, l'école devrait d'abord et surtout être un lieu d'empathie, de curiosité partagée, d'échange, de controverse,
de savoir, où on se bat pour des idées, où on connaît, et on fait des choses qui doivent être pour le bien de son propre esprit en développement, pour le bien commun, pour le lien qu'il y a entre la création humaine et le développement de l'univers. Utopie, utopie, dira-t-on encore. Non. C'est cela la réalité qui a permis, pour une classe relativement restreinte, de porter l'histoire de l'humanité. Maintenant, c'est toute l'humanité qui doit la porter. Et c'est ça le grand défi de l'humanité une. Alors, il y a aussi la lutte contre la pauvreté. C'est un impératif immédiat. Il y a plus de 9 millions de personnes sous le seuil de pauvreté selon les statistiques officielles et 5 millions de sans-emploi. C'est beaucoup plus. Je pense que de vrais sans-emploi qui voudraient un emploi, il y en a 6 millions et qu'il y a à peu près 12 à 14 millions de personnes en dessous du seuil de pauvreté en France actuellement. Et en plus du tiers des Français qui ne peuvent pas se payer 3 repas par jour. Une pauvreté qui continue à augmenter. On le voit, on est à 14,5% du taux de pauvreté en France. De plus en plus de ménages sont surendettés. Donc c'est une des premières choses à traiter. Et ce n'est pas traité. Est-ce que ça devient un sujet aux européennes? Est-ce qu'on parlera dans les européennes? Est-ce que ces candidats nous parleront des crèches, du logement, des personnes âgées du 3e âge, de ce qu'on va faire pour les 1000 premiers jours des enfants? Une question clé que pose Boris Cyrulnik. Est-ce qu'on va faire quelque chose pour voir où on va, l'intelligence artificielle, la technologie, et fondamentalement la question de la paix et de la guerre? La question du logement aussi est essentielle. Vous avez vu, c'est un des sujets qu'habilement, quelqu'un avec lequel je suis en parfait désaccord, Wilders, aux élections en Hollande, a soulevé. Et en effet, c'est un logement, c'est une question qu'il faut garder, nous qui défendons l'idée de progrès, et pas livrer à d'autres comme Wilders. Parce qu'en France, le gouvernement n'a pas relancé la production de logements sociaux, au contraire. Le résultat, c'est une baisse de 23% des constructions de logements sociaux agréées entre 2016 et 2022. Et 2,42 millions de ménages sont actuellement en attente d'un logement social. Alors, il n'y a pas de logement social. Ces travailleurs et travailleuses qu'on aurait dit, c'est extraordinaire, on les applaudissait, et Macron les caressait dans le sens du poil, ces travailleurs et travailleurs de première ligne, acclamés devant la crise du Covid, eh bien, ils ne parviennent pas à se loger là où il faut travailler. Les infirmières n'y parviennent pas. Dans certains départements, on fait des efforts pour elles, dans certaines régions aussi. Mais il y a une terrible bombe du logement social devant nous. Et encore une fois, ce n'est pas une question qui est soulevée. Alors bien sûr, il y a la question de la souveraineté nationale dans les élections européennes. Mais une souveraineté pour quoi faire? Ce dont je voulais parler ce soir. Voilà les vraies questions à soulever. Et montrer que l'Europe, telle qu'elle est bâtie, est purement financière, est tout à fait opposée à ce que ces sujets soient traités par le peuple, pour le peuple et par une politique du peuple. Alors, on a abouti dans notre société à ce qu'on peut voir de grandes considérations sur la solitude. Sans droit au développement social, isolés par toutes les technologies de l'image, les gens se sentent seuls et on voit de plus en plus quelque chose apparaître de gens, pas seulement de personnes âgées, qui n'ont pas pu parler ou qui n'ont pas voulu ou qui n'ont pas été capables de parler à quelqu'un dans la journée. Alors ce n'est plus une république. Une république, c'est là où on se parle, c'est là où on débat, c'est là où il y a un dialogue aussi civilisé que possible entre citoyens. Alors, par rapport à tout ce que je vous ai dit ce soir, je veux vous donner enfin une nouvelle qui est une bonne nouvelle en puissance, très intéressante. C'est la demande formulée par Pierre de Gaulle à Vladimir Poutine pour que la France adhère aux BRICS. La réponse de Poutine a été « Si elle soumet sa candidature, comme nous allons présider l'an prochain les BRICS, eh bien nous examinerons la candidature de la France. » Donc voilà au moins une question qui devrait être au cœur des élections européennes. Est-il important de devenir membre des BRICS? Lorsque le monde bascule vers l'Est, et surtout vers le Sud global, est-ce que nous devons participer à ce mouvement? Lorsqu'un Xi Jinping parle de l'avenir commun de l'humanité et des objectifs communs, devons-nous le prendre au mot? Voilà de vraies questions. Et ces questions, fondamentalement, pas en elles-mêmes, c'est des questions de mobilisation politique de chacun d'entre nous.
de vous qui m'écoutez ce soir. Et j'attends de ce point de vue, avec cette préoccupation présente, qui est la gravité de ce vers quoi nous allons. Si c'est une guerre, ce sera une guerre atomique, parce qu'on ne s'arrête pas au milieu du gué si on va vers une guerre, vers une économie de guerre, avec une politique dans notre pays, qui est la politique en vue d'un conflit de haute intensité en Europe. Donc il faut sortir de tout ça. Et pour cela, il faut se battre. C'est là qu'il y a une question de mobilisation politique. Avec nous, pour mener ce combat, le combat pour la France, bien sûr, cette idée fondamentale dans l'histoire de l'Europe et de l'humanité, et pour la République universelle dont parlait Victor Hugo. Nous avons, nous, dans cette histoire, les ressources d'intervenir aujourd'hui dans le monde. Et pour cela, vous devez vous battre. Et si ce soir, après m'avoir écouté, vous ne vous battez pas, c'est que la relation entre ce moi qui vous parle et vous-même a quelque chose de faux, un fake de plus. Donc, je vous demande de mettre derrière les convictions que vous avez, même si vous pouvez avoir certains doutes ici ou là, de mettre un engagement. Et c'est cet engagement que j'attends de vous ce soir, et c'est pourquoi je vous ai parlé, en m'efforçant de parler vrai.